Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser le site bovary.fr. Vous arrivez sur la page de présentation du site. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment utiliser l'évolution des brouillons jusqu'au texte final. Pour ce faire, vous allez dans la rubrique Consulter. Vous cliquez sur Roman. Imaginons par exemple que nous souhaitions faire un travail autour de la rencontre entre Charles et Emma. Donc vous voyez que cette rencontre, elle se situe au chapitre 2, dans le 7e découpage proposé par ce site. Vous cliquez Rencontre d'Emma. Là, vous arrivez sur la page qui va justement raconter cette rencontre. Nous allons sur un extrait qui nous semble justement peut-être le plus pertinent. Vous voyez que apparaît ici le fait que nous sommes sur la séquence 33. Donc repérez bien le début et la fin de cette séquence. On commence par son cou sortait d'un col blanc rabattu et on termine par en lui tendant son air de bœuf. Vous cliquez, une seconde fenêtre s'ouvre sur laquelle deux documents apparaissent qui se font face. D'un côté, vous avez le manuscrit de Flaubert. De l'autre côté, vous avez sa retranscription dactylographiée. Vous voyez que ici nous sommes à l'autographe définitive, c'est-à-dire le manuscrit de Flaubert, juste avant que ce manuscrit soit recopié par le copiste, puis édité par l'éditeur. Donc si vous voulez explorer davantage, par exemple, le manuscrit, vous pouvez choisir manuscrit et puis zoomer pour essayer de le déchiffrer. Si c'est la transcription qui vous intéresse, vous allez sur la transcription et vous repérez les choses qui vous intéressent. Si vous êtes dans un travail comparatif entre le manuscrit et la transcription, vous avez deux possibilités, soit le face-à-face, comme nous l'avions tout à l'heure, soit une perspective horizontale qui vous permet de faire défiler le manuscrit, mais aussi de faire défiler sa retranscription. Donc vous cliquez sur explorer la séquence. Ici vous avez ce qu'on appelle le tableau génétique des brouillons. Là, les pages des folios. Le folio qui nous intéresse, c'est le folio 33. Vous retrouvez en haut, en rose, le texte publié. Si vous souhaitez enregistrer cette transcription, vous allez cliquer sur Enregistrer. Vous aurez un fichier image enregistré. Voilà. Et ensuite, il vous suffira de le copier, tout simplement, et de le coller sur un fichier Word. On peut ensuite, voilà, si je reviens sur ma page, retourner dans Explorer la séquence, et je vais cette fois aller chercher l'élément qui m'intéresse dans les folios du copiste. Donc les folios du copiste qui correspondent à notre folio 33, ce sont, vous les voyez ici, les folios 26 et les folios 27. Je vais sur le folio 26, je m'intéresse à la transcription. Vous voyez qu'ici, je retrouve les cheveux avec les deux bandeaux noirs et que si je retourne ici et que je vais chercher mon folio 27, j'ai bien la fin de mon passage. Je peux faire exactement la même opération, je vous le montre encore une fois, c'est-à-dire la transcription, voilà, l'enregistrer, et puis la copier sur mon fichier Word. Et vous voyez que là, j'ai mon travail comparatif qui se met en place. Si je retourne dans Explorer la séquence, de la même manière, je vais descendre. Vous voyez qu'ici, par exemple, le folio 28, qui est une autre étape du brouillon, et qui est beaucoup plus raturé, va nous amener de la même manière à retrouver les éléments de la séquence. Vous voyez que là, nous retrouvons le nerf de bœuf qui est mentionné.
Je continue, je descends encore une fois dans les brouillons, donc les plus anciens. Ici, son cou sortait d'un col blanc rabattu, ses cheveux noirs dont les bandeaux semblaient, etc., etc., chacun d'un seul morceau. Vous faites évidemment le même travail, c'est-à-dire que ce passage, vous allez l'enregistrer, puis copier cette image pour la coller sur votre fichier Word et vous avez encore une fois une nouvelle version du passage. Une fois que vous avez effectué tout ce travail, cela vous permet de comparer tous les brouillons, l'évolution du premier brouillon jusqu'au texte édité et d'en faire une analyse poussée. Salut! Cette présentation servira pour la séance juste avant l'évaluation qui portera sur le chapitre 2 du mélange au corps pur. Et cette vidéo t'aidera à réviser l'évaluation. Elle te lancera également sur un exercice qu'on fera en classe. En observant ces 6 bouteilles, on a conclu qu'il existait 2 grandes familles de mélanges, 2 grands types de mélanges. D'une part, les mélanges dont on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants, c'est-à-dire voir au moins 2 constituants du mélange. Par exemple, de l'eau avec du sable. J'arrive à voir sans problème l'eau et le sable. Ça, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. Un mélange dont on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. D'autre part, on a vu qu'il existait les mélanges homogènes. Ceux dont on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants. Par exemple, de l'eau avec du vinaigre. Le tout a un aspect brun, mais je ne peux pas différencier l'eau du vinaigre. Ils sont comme mélangés, fusionnés. C'est un mélange homogène. Notre première activité était à propos d'explorateurs perdus dans la montagne. Je te rappelle, ils n'avaient plus d'eau potable. Il ne leur restait plus que de l'eau boueuse, les pauvres. Grâce aux documents fournis par l'activité, on a pu trouver une solution. D'abord, il fallait laisser reposer le mélange. Ensuite, il fallait faire passer l'eau boueuse à travers un tissu. D'ailleurs, avec le professeur, on a construit un filtre en mettant dans une chaussette du professeur du sable et du charbon. Enfin, il fallait faire bouillir l'eau pendant plusieurs minutes afin de la purifier. Ensuite, on a structuré tout ça dans le cahier.
en écrivant 2 définitions et en faisant 2 schémas. D'abord la décantation. En laissant reposer un mélange hétérogène, les particules les plus lourdes se déposent lentement au fond du bécher. On dira que le mélange a décanté. Pour la filtration, celle-ci consiste à passer un mélange hétérogène eau solide à travers un filtre qui va retenir les plus grosses particules. Celles-ci formeront un dépôt solide dans le filtre. Le liquide obtenu s'appelle le filtrat. Les 2 schémas sont ceux de la décantation et de la filtration. Pour l'évaluation, tu devras savoir les réaliser. Un schéma doit être fait au crayon à papier, à la règle. Les flèches de légende doivent être horizontales ou coudées. Les flèches touchent la cible. Ça veut dire que le bout de la flèche touche ce que tu veux légender. Et enfin, il faut un titre souligné. Ensuite, on s'est posé la question si une eau transparente était forcément un corps pur, c'est-à-dire qu'elle ne posséderait qu'un seul constituant, qu'un seul ingrédient. De l'eau, quoi. On a donc fait évaporer une eau minérale. Et voilà ce qu'on trouve au fond du bécher une fois que toute l'eau s'est vaporisée. Des résidus, des traces blanches. L'eau ne serait-elle donc pas un corps pur? Eh non, c'est un mélange. Un mélange d'eau et de minéraux. D'ailleurs, si on regarde l'étiquette d'une eau minérale, on voit bien qu'elle contient toutes sortes de minéraux, du calcium, du magnésium, des sulfates, et j'en passe. Mais ça y est, on a résolu notre problème. On voulait un corps pur à partir d'un mélange. Si en faisant évaporer l'eau, tous les minéraux restent dans le bécher, c'est génial, on n'a qu'à récupérer la vapeur d'eau et on aura un corps pur. On a donc réalisé un montage à distillation en classe. Dans le ballon, on a placé l'eau minérale, que l'on a portée à ébullition grâce au chauffe-ballon. L'eau se vaporise, traverse la colonne à distillation et arrive dans le réfrigérant. Le réfrigérant va liquéfier l'eau qui était à l'état de gaz. Liquéfier, ça veut dire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Les gouttelettes d'eau qui se forment sur les parois du réfrigérant coulent et tombent dans le bécher. On récupère ce qu'on appelle le distillat. Dans notre cas, c'est de l'eau quasi pure. Presque plus de minéraux, juste de l'eau. J'avais dit en début de vidéo que je te lancerai sur un exercice que l'on finira en classe. Appuie sur pause, le temps de lire la consigne. Pour répondre au problème qui t'est posé, tu auras besoin de tes connaissances et de 3 documents. Ce que je te demande de faire avant que l'on se voie, c'est de consulter le document 1 afin de répondre à une question préliminaire. Ce document 1, tu le trouveras en faisant une recherche informatique et en tapant dans ton moteur de recherche Clostridium botulinum Wikipédia. En lisant le premier paragraphe de la page qui s'affichera, tu pourras répondre à la question suivante.
Qu'est-ce qu'un roman d'aventure? À l'aide des documents proposés, vous allez devoir expliquer en quelques lignes les caractéristiques d'un roman d'aventure. Munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Après avoir visionné ou lu ou observé les différents documents, vous pourrez prendre des notes pour pouvoir ensuite rédiger un court texte présentant donc les caractéristiques d'un roman d'aventure. Voyons d'abord le premier document. Il s'agit d'une vidéo qui présente la bande-annonce d'un film intitulé... Je suis né et j'ai grandi dans un des plus beaux endroits sur Terre. C'était une époque enchantée, mais quand ma famille déménagea notre zoo à l'autre bout du monde, alors commença pour moi le plus grand des voyages. La suite l'histoire, vous allez avoir du mal à la croire. Passons maintenant au second document. Il s'agit d'une affiche de cinéma qui représente le film Voyage au centre de la Terre. Le troisième document représente un extrait du livre d'où est adapté le film et qui s'intitule Voyage au centre de la Terre et qui a été écrit en 1864 par Jules Verne. Pour pouvoir avoir le temps de lire le texte, il suffit de mettre la vidéo sur pause. Voici maintenant un tableau de Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau, qui s'intitule La charmeuse de serpent. Le cinquième document est la première de couverture d'une bande dessinée qui est une adaptation de L'île au trésor par Hugo Pratt. L'avant-dernier document est un extrait d'un livre qui s'intitule Le trésor de la Marie, écrit par Agathe Le Balleur. Enfin, le dernier document représente deux couvertures, l'une d'une bande dessinée sur Robinson Crusoe. La deuxième couverture est une édition du livre Robinson Crusoe. Et la troisième image est un extrait d'un film qui représente l'histoire de Robinson Crusoe. Bon courage!